vais commencer par Marie-Pierre Alexandre. Vous êtes directrice générale de l'Association française d'éclairage qu'on prénommera maintenant AFL, ou AFE plutôt, pour aller plus vite. Alors déjà, pour ceux qui ne connaîtraient pas bien l'AFE, est-ce que vous pouvez nous en rappeler les missions principales? Alors l'AFE est une association de loi 1901. On se dit souvent, et on aime bien ce mot, qu'on est une société savante qui regroupons des experts volontaires, hein, évidemment, du monde académique ou professionnel de l'éclairage, qui vont, dans des groupes de travail totalement neutres et indépendants, pouvoir définir, développer et après diffuser toutes les bonnes pratiques de l'éclairage. Voilà, donc il y a à peu près tous les corps de métier qui sont représentés au sein de l'AFE partout en France. Alors, parlons chiffres. Vous avez mené récemment une étude avec l'ADEME, le CEREMA, les AITF, ATFF, et la FNCCR et le CERT. Je crois que j'ai rien oublié personne. Non, c'est bon. Ça, c'est concours d'acronymes. Pour recenser la part d'éclairage public en France, quels sont les enseignements principaux de cette enquête? Alors d'abord, c'était la deuxième édition. On avait fait une première édition sur les chiffres 2022. Là, on a passé sur les chiffres 2023. On a donc contacté la totalité des collectivités françaises. On a eu, grosso modo, 10 600 communes qui nous ont donné leurs chiffres. Ça représente 35% de la population et un tiers du territoire. Donc, on peut se dire que ces chiffres sont fiables. Et ça nous fait dire aujourd'hui qu'il y a à peu près 12 millions de points lumineux en France. Dont, alors, fin 2023, à pratiquement 40% de LED, avec un taux de renouvellement à 9%, sachant qu'on sait qu'en 2024, la rénovation a été beaucoup plus rapide. On peut se dire aujourd'hui qu'on est largement à 50% de LED sur ces chiffres-là. Le deuxième enseignement qui en découle aussi, c'est qu'il y a eu une forte diminution des consommations, d'abord au point lumineux, où il y a eu une baisse de pratiquement, alors je ne voudrais pas vous dire de bêtises, de pratiquement 30%. Au point lumineux, et donc il y a aussi des conséquences sur la totalité du parc, et la totalité du parc aujourd'hui, c'est 2,42 TWh, le parc d'éclairage public en France, contre 3,36 l'année d'avant. Marie-Pierre, quand je dis aujourd'hui, c'est fin 2023, donc je ne dis pas fin 2024. Évoluer un petit peu. Alors, on vient d'évoquer 3 témoignages concrets, dans l'Ain, dans l'Yonne et puis dans le Var. À chaud, quel est votre retour sur ces 3 témoignages? À chaud, c'est que là, on a vraiment parlé de télégestion, donc bravo à vous. On est au-delà de l'éclairage, c'est-à-dire que là, pour le coup, on essaye vraiment de rendre la ville peut-être plus facile pour tous. Et je crois que les 3 ont pris des systèmes différents, ils ont chacun leurs avantages, leurs inconvénients. Moi, j'aime bien aussi le système au point lumineux, je trouve que c'est un peu plus proche des gens, mais c'est des super systèmes. Et après, je me dis qu'il y a quand même pas mal de gens qui maintenant vont travailler dans l'éclairage, qui ne connaissent pas forcément, dont c'est pas le métier au départ. C'est plus de l'électronique maintenant. Merci Marie-Pierre. Je vais passer la parole à Guillaume. Guillaume, vous êtes conseiller technique à la FNCCR. Alors, en 2 mots, qu'est-ce que la FNCCR apporte en matière d'éclairage public, évidemment? Alors, déjà, la FNCCR, effectivement, c'est accompagner les collectivités sur les services publics en réseau. Si on fait un petit focus plus particulier sur l'éclairage public, nous, effectivement, c'est porter la voix des collectivités et de nos adhérents sur les différents sujets au niveau des instances gouvernementales, que ça soit notamment lorsqu'il y a des projets de loi qui arrivent, en proposant des amendements, que ça soit au niveau des différentes chambres, au niveau que ça soit de l'Assemblée ou du Sénat, mais c'est surtout également de co-construire et de travailler avec les instances gouvernementales sur la production des nouveaux arrêtés qui peuvent impacter l'éclairage public et de faire une nouvelle fois faire porter la voix des collectivités. À côté de ça, l'éclairage public à la FNCCR, c'est aussi tout un réseau, tout un ensemble d'acteurs qui peuvent échanger entre eux et qui peuvent faire part de leurs bonnes pratiques, de aussi des convenus qu'ils peuvent connaître, et de pouvoir échanger et d'avoir vraiment ce réseau, cette fédération d'acteurs de l'éclairage entre collectivités. Alors, même question que pour Marie-Pierre. On vient d'avoir 3 témoignages exceptionnels et vraiment intéressants et divers et variés. J'ai bien aimé ça. Quel est votre feedback, vous, Guillaume, sur ces 3 retours d'expérience?
Alors, je tire un peu le même constat que Marie-Pierre, hein. C'est qu'en fait, on a effectivement, on voit que 3 solutions différentes qui nous ont été présentées. Effectivement, toujours cette nécessité d'être en adéquation avec les besoins des territoires. On voit qu'on a du pilotage à l'armoire, du pilotage au point lumineux, des solutions connectées, différentes technologies. On voit qu'on a de la 2G, de la 3G, que je vois le syndicat de Lyon qui nous parle aussi d'avoir testé du réseau LoRa à l'armoire. Enfin voilà, on a différentes solutions et effectivement, il n'y a pas l'une qui est meilleure que l'autre. C'est vraiment être en adéquation avec les besoins de chacun. Mais ce sont quand même des choix qui sont assez structurants. Une fois qu'on est parti dans une direction, c'est pas toujours très facile de pivoter. Quelles sont les bonnes pratiques ou les bons réflexes à avoir quand on veut, en amont, se lancer dans ce projet d'éclairage pour ne pas se fermer des portes sans le faire exprès? Alors effectivement, ça dépend sur un projet d'éclairage de manière générale, effectivement, ça revêt différents enjeux, hein. On peut parler de l'aspect sécurité, de l'aspect attractivité du territoire, d'adéquation aux besoins des administrés. On peut parler aussi effectivement de pollution lumineuse, ou en tout cas d'aspect environnemental ou économique ou encore énergétique. Maintenant, quand on parle vraiment d'éclairage connecté, alors la question est de se poser vraiment pour quel besoin. Effectivement, je crois que c'est Philippe qui a parlé du fait que si c'était effectivement juste pour avoir une extinction ou le 14 juillet, est-ce que ça vaut le coup de passer sur un éclairage connecté ou pas? La question est à se poser en fonction des coûts que ça génère et de la nécessité et de la possibilité de le faire. Il y a aussi donc se dire, est-ce qu'une solution locale est pertinente? Est-ce qu'il faut forcément passer par du connecté, de la gestion à distance? Donc on a parlé, il y a du Zigbee, il y a plutôt du Bluetooth qui existe aussi pour faire des solutions un petit peu plus locales. Donc effectivement, c'est se poser la question de où est-ce qu'on veut aller, quels sont les besoins et vers quoi on veut tendre, en fait, ni plus ni moins. Et est-ce que justement il y a une espèce de checklist de bonnes questions à se poser le plus tôt possible, ou est-ce que la FNCCR est capable d'apporter son éclairage sur les questions qu'il est bon de se poser avant que ce soit trop tard? Alors pour le coup, je crois que c'était en 2022, on avait établi un guide notamment sur l'éclairage intelligent et connecté à la FNCCR, sur lequel on se posait effectivement toutes ces questions avant de se lancer dans cette perspective d'éclairage connecté. Maintenant, entre 2022 et maintenant, je pense que les choses ont évolué. Les collectivités ont surtout se sont lancées, hein, chacune de leur côté, et ça faut encore vraiment les applaudir pour ça, se sont lancées chacune en essayant de chacune d'apporter leur pierre à l'édifice en allant vers une solution qui semblait la plus pertinente. Et donc je pense qu'il y a peut-être des choses à mettre à jour, mais effectivement les questions on les a recensées, on se les a posées dans ce fameux guide. Marie-Pierre, on l'a vu, on l'a écouté. Un des premiers objectifs, c'est de baisser la facture énergétique et les circonstances l'ont prouvé. Mais malgré tout, c'est quand même des investissements un petit peu lourds et forts. Comment est-ce qu'on arrive à conjuguer l'investissement qu'il faut mettre et puis peut-être le ROI qui n'est pas totalement immédiat? Mais d'abord, il faut juste se rappeler que l'éclairage est quand même un service public que l'on veut rendre à des citoyens au départ quand même. Et donc, quand on définit bien le besoin des citoyens et ensuite les besoins de la collectivité pour tous les systèmes de gestion, on va arriver à faire un projet d'éclairage qui va être, à mon avis, en adéquation avec les moyens qu'on peut y mettre et le ROI qui sera peut-être plus lent. Mais il faut savoir que la LED vous permet quand même de faire des grosses économies. Vous rajoutez des systèmes de gestion, justement. On vous dit grosso modo 80% d'économies sur une facture, ce qui est pas mal. C'est déjà pas mal. Un petit peu de trésorerie quand même pour enclencher. Tout à fait. Mais c'est aussi bien répondre aussi aux besoins d'une collectivité et de ses citoyens. Alors, j'ai entendu aussi dans le Var que la biodiversité aujourd'hui reprenait du poil de la bête, c'est le cas de le dire, les lucioles, les chauves-souris et que sais-je. Est-ce que c'est une préoccupation qui s'invite maintenant à l'agenda des collectivités pour designer leur politique d'éclairage, ou c'est encore très marginal avec des bobos du 5e arrondissement? Ouais, alors je n'irai pas juste sur ce terrain-là, mais oui, la biodiversité s'invite effectivement parce qu'on a pointé l'éclairage comme étant effectivement un danger pour cette biodiversité. Je pense que les éclairagistes, l'éclairage n'est pas là pour tuer la biodiversité, et inversement, je pense que les citoyens ont aussi besoin d'éclairage. Donc vraiment, en réfléchissant en amont,
on peut trouver un juste équilibre. Alors évidemment, on est d'accord, hein, tout choix est un renoncement. On n'aura pas un équilibre qui va satisfaire tout le monde, mais on va au moins satisfaire un maximum les citoyens pour qui l'éclairage public est fait, tout en essayant de préserver cette biodiversité. Il y a les trames noires, les trames sombres aussi, ce que j'aime appeler en centre-ville notamment. Hein, on ne met pas tout dans le noir, mais dans le sombre. Voilà, il y a toutes ces choses-là. Il y a aussi maintenant un arrêté qui permet aussi... Alors bon, qui a donné, en tout cas, l'impulsion pour faire attention à cette biodiversité. Donc, il nous a donné une conscience à avoir. Et puis, la technologie, aujourd'hui, permet effectivement de protéger aussi la biodiversité dans la mesure du possible, tout en rendant le service. Mais tout doit être bien décidé en amont. Et je ne sais plus qui disait, effectivement, il faut faire venir un écologue au départ pour connaître bien cette biodiversité, parce que toutes les espèces ne répondent pas de la même façon à l'éclairage. Maintenant, c'est rentré dans les mœurs, en quelque sorte, de faire appel à ces expertises particulières. Tout à fait. Guillaume, les collectivités, alors on parle aussi bien des petites communes que des grandes métropoles, quand elles ont à faire face à installer ou rénover un système d'éclairage, elles peuvent le faire soit de façon autonome, soit faire appel à un tiers. Vous, à la FNCCR, vous voyez les deux côtés de la question, de la médaille. Qu'est-ce qui peut faire pencher la balance dans un sens ou dans l'autre? Alors, ouais, effectivement, toute taille de collectivité. Après, il y a quelque chose qui est vraiment à prendre en compte, c'est que, en fait, si on reprend l'aspect vraiment juridique de la chose, c'est que la compétence éclairage public, elle est très mal définie déjà. C'est une première chose. Nous, à la fédération, on a toujours prôné vers une mutualisation de cette compétence et pour qu'elle soit portée par une structure intercommunale. Pourquoi ? Parce qu'on se rend compte quand même dans certaines communes, on n'a pas forcément toujours l'expertise, pas toujours l'ingénierie qu'on peut trouver par contre à l'opposé dans ces structures intercommunales, que ce soit aujourd'hui des syndicats d'énergie, que ce soit des métropoles, des communautés d'agglo. Et en fait, le but, c'est de laisser personne sur le côté. Et ces communes-là, c'est pas de les laisser sur le côté, justement. C'est souvent elles qui en ont le plus besoin. Donc effectivement, nous on prône cette gestion à l'échelle intercommunale. C'est quelque chose aussi qui avait été mis en avant par la Cour des comptes dans son rapport de 2021 d'ailleurs, qui souhaitait une gestion à une échelle un petit peu plus grande, tout en gardant en fait cet aspect très territorial qui nécessite cette compétence très spécifique éclairage public. Maintenant, lorsqu'une commune réalise, elle a les moyens de lancer sa rénovation seule. Enfin, là-dessus, c'est ce qu'il faut aussi rabâcher, c'est qu'on a aujourd'hui une filière qui est de qualité. On parle même d'excellence française dans le domaine. On a des bureaux d'études qui sont là pour accompagner les collectivités. On a des fournisseurs qui s'adaptent lorsqu'il y a des nouveaux arrêtés, lorsqu'il y a des nouvelles prérogatives, qu'elles soient européennes, des directives européennes qui arrivent. Les fournisseurs savent s'adapter, savent proposer des produits qui sont en adéquation avec ce qui est demandé. Et derrière, on a aussi des installateurs qu'on a un peu tendance à oublier dans le milieu, mais qui aussi se plient souvent aux exigences des collectivités, qui font tout pour faire en sorte que les administrés puissent bénéficier de ce service, quoi. Donc il n'y a pas réellement de dogme, la mutualisation c'est bien, mais si vous voulez le faire tout seul, just do it. On prône la mutualisation, mais on sait qu'il y a tout l'écosystème à côté qui permet notamment de pouvoir le faire dans tous les cas de figure. Mais c'est plus intra-collectivité. Parfois, on sait que c'est pas toujours simple. On peut avoir des directeurs des services techniques qui n'ont pas beaucoup forcément d'agents à disposition, qui n'ont pas forcément les compétences. Si on peut s'appuyer sur les services qui en ont, autant le faire et autant transférer sa compétence. Alors on a un peu parlé de technologie, enfin différentes technologies, c'est ça qui fait le sel de Rex. Est-ce que dans un futur proche, on identifie des technologies qui vont encore abaisser davantage le coût? Si oui, lesquelles? Alors, je crois qu'on a des fournisseurs de matériel dans la salle, mais moi, de ce que je crois comprendre, et tu me diras, Marie-Pierre, si je me trompe, mais aujourd'hui, la LED, ça a été un vrai paradigme, que ce soit au niveau des consommations d'énergie, mais aussi de flexibilité. Hein. On a parlé de gradation, d'extinction, etc. La question aujourd'hui, est-ce qu'on peut aller encore plus loin sur l'efficacité énergétique des LED? J'en ai pas forcément l'impression aujourd'hui. Par contre, ce dont on a entendu parler, c'est peut-être essayer, toujours dans cet aspect biodiversité et environnemental, d'abaisser le pourcentage de lumière bleue sur ces LED-là. Marie-Pierre, votre avis sur la question, sur les évolutions technologiques attendues?
Je suis tout à fait d'accord avec Guillaume. Effectivement, la LED est arrivée à maturité pratiquement. Après, je pense que ça va être des pouillèmes qui vont peut-être être mis en place. Je crois que les trois témoignages que vous avez montrés sont vraiment probants. C'est que la gestion, télégestion de l'éclairage va être, à mon avis, ce qui va plus tard, maintenant, demain, j'espère, le plus vite possible, pouvoir faire baisser toutes les consommations d'énergie. Vraiment, adapter parfaitement l'éclairage aux simples besoins. Guillaume, dans les témoignages, j'ai entendu un gros point de préoccupation qui est lié à l'évolution des technologies de communication qui peut rendre obsolescentes certains déploiements qui ont été financés et ô combien. Qu'est-ce qu'on peut leur dire à ces communes ? Effectivement, on l'a bien vu, c'est l'arrêt, on en a parlé de l'arrêt de la 2G, de la 3G et potentiellement aussi du LoRa sur les réseaux qui sont opérés par les acteurs historiques. On parle des échéances de 2025, 2026 et potentiellement 2030 pour la 3G. Aujourd'hui, ce qu'on peut dire, effectivement, pour les communes qui se sont lancées dans ces technologies-là il y a quelques années, effectivement, on peut comprendre qu'il y a aujourd'hui une petite frustration de la part des investissements qui ont pu être mis en œuvre et de se dire, aujourd'hui, mon investissement, je ne retrouve plus la rentabilité ce pourquoi j'avais investi. Maintenant, effectivement, c'est l'évolution. Par contre, comme on le voit, l'éclairage public n'est pas le seul à le subir. Il y a toutes différents écosystèmes. Philippe a parlé des ascensoristes, mais je crois que c'est pas le seul. Il y a aussi les services de santé. À voir comment ça évolue au fil du temps, si ça pourrait être amené si on peut être amené à gagner encore quelques années. À voir l'évolution, mais effectivement, c'est compliqué. Maintenant, à côté de ça, on peut se dire aussi, du coup, effectivement, j'ai entendu parler tout à l'heure dans les questions de souveraineté, du coup, effectivement, c'est comme autant se lancer dans le déploiement de son propre réseau, histoire d'être souverain, d'être bien chez soi. Effectivement, ça peut être une solution. Il faut juste bien se dire que on attaque un nouveau métier. C'est pas forcément que de l'éclairage public. C'est toute la nécessité de bien réfléchir en amont aux besoins, puisque déjà, il peut y avoir un souci de compétences. Si effectivement on réfléchit à déployer un réseau, mais ne serait-ce pas essentiellement pour l'éclairage public, il faut se poser la question de la compétence à mettre en œuvre. Et il y a aussi la question de se dire, effectivement, il y a des marchés à mettre en œuvre. Il y a la maintenance de celle des objets qui est connectée, des nœuds communicants qui va être à mettre en œuvre. Est-ce qu'on a l'écosystème, les entreprises en face qui vont bien pour pouvoir assurer cette maintenance, suivre ce déploiement ? Voilà, c'est beaucoup de questions à se poser. Il y a beaucoup de collectivités, il y a des collectivités qui se sont lancées et il faut les applaudir aussi parce que c'est un choix qui est assez un choix fort en tout cas, et on l'a vu dans différents territoires, ça s'est lancé, parfois non sans gros efforts, mais effectivement c'est des questions à se poser. Est-ce que il y a dans ce besoin, est-ce que le cas d'usage peut être répliqué pas forcément que à l'éclairage mais aussi à d'autres aspects? Pour terminer, Marie-Pierre, je voulais savoir, vous préciser quels sont les éléments concrets et pratiques que l'AFE peut apporter aux collectivités qui sont en plein dans ces problèmes d'installation, de rénovation, de gestion d'éclairage public. Alors, c'est vrai qu'on ne vend strictement rien. On n'a pas de bureau d'études, mais donc on a des guides, des recommandations, des formations aussi qui sont proposées, des conférences sur les bonnes pratiques. Ça peut être aussi sur des questions très précises. On essaye de travailler aussi avec les autres fédérations, mettre tout ça à la disposition des collectivités, en travaillant avec les collectivités aussi, puisque nous avons dans nos groupes de travail des représentants de collectivités pour toucher effectivement les problèmes que vous pouvez rencontrer, les questions que vous vous posez pour essayer d'y répondre avant que ça devienne un problème d'ailleurs.